Bonjour, les Gaza. Ça va, vous allez bien? On tient quand même à remercier Hatim pour son excellent travail au piano. J'aimerais bien qu'on applaudisse Hatim. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les participants, les Gazards, de cette 14e édition du Forum des Arts et Métiers de l'ESSAM. Bienvenue aussi et un grand merci à tous les intervenants qui ont consacré de leur temps si précieux pour être aujourd'hui avec vous, avec nous, pour partager leur expérience si enrichissante. Merci à tous les professeurs aussi de l'ESSAM, à tous les universitaires, pour leur temps aussi et pour leur expérience et leur générosité à épauler cette génération d'étudiants ambitieux. Sans oublier aussi de remercier les chefs d'entreprise et les industriels qui sont aussi parmi nous aujourd'hui. Bon, le thème de cette édition, je pense que c'est marqué, vous le voyez si bien, le thème de cette édition c'est l'entrepreneuriat ingénieux, investir dans le concept du Dotan. Cet après-midi, nous sommes réunis ici pour parler d'un des volets importants de cette entrepreneuriat ingénieuse, c'est l'intrapreneuriat. Bon, l'intrapreneuriat est souvent confondu avec l'entrepreneuriat. L'intrapreneuriat est un mot souvent confondu avec l'entrepreneuriat. C'est un mot, je pense que vous le savez, un mot assez marginalisé dans le concept d'entreprise actuel. C'est un mot méconnu, l'intrapreneuriat, mais ce mot qui est si mal aimé par les patrons d'entreprise représente une solution, une innovation pour les entreprises. L'intrapreneuriat est un concept que l'on peut définir comme la capacité d'un employé à créer des nouvelles activités au sein de son milieu de travail. Malgré qu'il est considéré comme un mythe dans nos entreprises, l'intrapreneuriat est bien gravé dans plusieurs entreprises mondiales, dans les plus grandes boîtes mondiales. Alors si je cite par exemple Google qui permet à ses employés de consacrer à peu près 20% de leur temps et d'autres Google, par exemple, permet à ses employés de consacrer 20% de leur temps à d'autres projets que leurs tâches de travail. Et d'autres entreprises encouragent ouvertement leurs salariés à se lancer dans leurs projets avec les moyens financiers et matériels. Pour certains, l'intrapreneuriat est un risque, mais pour d'autres, c'est une chance. Oui, c'est une chance, l'intrapreneuriat, et aussi c'est une belle stratégie pour le développement. Je pense que vous avez beaucoup de questions autour de ce sujet, autour de l'intrapreneuriat. Mais je vous rassure, on a aujourd'hui 3 des meilleurs intervenants qui vont répondre et qui auront beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Je cite Madame Huria Bar, Madame Shadia Njad, ainsi que Monsieur Abdoulawi. Voilà, les 3 intervenants auront vraiment le plaisir à répondre à vos questions et aussi à éclaircir ce sujet qui est l'intrapreneuriat. Je vais vous demander, et je vais demander à tous les étudiants de noter leurs questions parce que les intervenants ils vont passer un à un
Ils vont nous répondre à plusieurs questions sur l'entrepreneuriat. Et après, on va consacrer à peu près 1 heure du temps de cet après-midi pour répondre à vos questions. Donc nos 3 intervenants vont éclaircir le rôle de l'entrepreneuriat dans la diffusion des pratiques managériales innovantes, comment l'entreprise peut-elle favoriser l'émergence et le succès de ces initiatives et quel retour doit-elle s'attendre. Bon, sans tarder, on va démarrer cette conférence avec Madame Hurriyat Bar. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Madame Hurriyat Bar, elle est vice-présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Elle connaît bien le monde d'entreprise marocain. Il est aussi gérante de LMZ, cabinet de conseil spécialisé en conseil et stratégie de développement des entreprises. Mesdames et messieurs, Madame Hurriyat Bar. Bonjour tout le monde, merci d'être présent et j'espère que nos échanges vont nous permettre d'éclaircir peut-être aussi les concepts, mais surtout de placer l'entrepreneuriat et l'intra-entrepreneuriat là où il faut dans la société, dans l'économie marocaine. Je dis bien l'économie marocaine. J'ai fait une petite introduction tout à l'heure, j'ai fait une éruption plutôt. Donc, pour dire, voilà, l'entrepreneuriat, bien sûr, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Notre économie a besoin d'entreprises compétitives. Je dirais qu'elle a plutôt besoin de personnes compétitives. D'accord. Et l'entrepreneuriat apparaît comme un outil, d'accord, d'entraînement à l'entrepreneuriat. On peut faire un outil de passage de peut-être un statut de salarié à un statut d'entrepreneur pour un statut de l'entrepreneur. Donc c'est un thème que je connais bien de par ma fonction et de par mon appartenance à la fin, puisque je dirais avec un petit peu de regret que je suis obligée de parler un peu de la fin, alors que j'aurais aimé vraiment développer un certain nombre d'outils qui sont en faveur de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, nous ne sommes pas arrêtés à faire le constat qu'il faut développer un esprit d'entrepreneuriat, mais nous avons, dans la pratique, mis en place un certain nombre d'outils. Je vous donnerai juste un exemple. C'est notre produit phare, c'est Maroc Pionnière. C'est-à-dire pour accompagner les porteuses, je dirais les porteuses de projets depuis la naissance de l'idée jusqu'à sa concrétisation. Et par la suite, bien sûr, appartenance au réseau. Je vais vous expliquer, il y a toute la première partie, ce qu'on appelle la pré-incubation, qui consiste à analyser l'idée, préparer le business plan, voir un petit peu la viabilité du projet, la rentabilité du projet. Oui, dans l'entrepreneuriat, il y a des risques, mais ce sont des risques qu'on peut calculer. D'accord ? Il y a des opportunités, il y a des menaces certainement, mais ce sont des menaces qu'on peut transformer en opportunités pour les personnes qui veulent le faire. Et nous n'arrêtons pas à le dire, nous pratiquons, c'est-à-dire toute cette étape, on essaie de la suivre avec les porteurs de projets jusqu'à ce qu'ils arrivent à terme. C'est pour vous dire une chose, si la femme l'a fait, tout le monde peut la faire, et je crois qu'au niveau de toutes les universités aujourd'hui, on essaie d'installer un endroit où l'entrepreneur ou le futur entrepreneur va briser un petit peu l'isolement, aller de l'avant, concrétiser ses idées. Je discutais tout à l'heure avec un certain nombre d'étudiants, je leur dis, l'entrepreneuriat c'est un choix de vie, c'est un choix de carrière. C'est-à-dire, soit on a, je vais le dire parce que c'est très vrai, soit on a une vie plate, petit déjeuner, dormir, peut-être réfléchir, etc. Soit on a une vie vraiment très animée, où on s'épanouit, il y a des échecs, on trébuche, mais on se relève. D'accord. Il y a des échecs, mais où on apprend une culture de l'échec. C'est-à-dire que l'échec devient une étape d'un processus. C'est-à-dire, j'échoue aujourd'hui, j'apprends de mes échecs et j'avance. Parce que
Notre comportement face à l'échec, généralement, c'est, je vous dis, je ne vous fais pas un dessin, vous le connaissez très bien. Etc. Donc, ce qu'il faut faire au niveau de l'échec, c'est se dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? D'accord? Et corriger et aller de l'avant. Parce que ce que demande aussi l'entrepreneuriat, c'est une culture de performance. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon niveau est là, j'exige de moi que mon niveau demain sera ici. À chaque fois, je hausse la barre. Vous allez me dire, pourquoi me tuer comme ça? Premièrement, parce que, comme je l'ai dit, c'est un choix de vie. Et par expérience, je peux vous dire que c'est un choix de vie agréable. C'est-à-dire, quand on fait le bilan, on se dit, on est sûr de soi, on est épanoui, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de plus à gagner. C'est pourquoi je dis, il faut entreprendre, parce que ça apporte sur le plan économique, d'accord? Ça apporte sur le plan personnel. Mais il faut changer un petit peu aussi les mentalités. Je vais lier ça au développement durable dont on a parlé tout à l'heure. Quand on parle de développement durable, ça veut dire ce n'est pas le court terme, c'est le long terme, ça va même jusqu'aux générations futures. Alors maintenant, comment ce développement durable? 3 ingrédients que M. Amin a développés tout à l'heure. Premièrement, il y a le social, il y a l'écologique et il y a l'économique. Alors, bien sûr, quand on dit social, on a parlé beaucoup d'intelligence. Le social, intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intelligence, 2 types d'intelligence, relationnelle et émotionnelle. Relationnel, ça veut dire que je ne peux pas, je peux dans le cadre de, je dirais, la philosophie de développement durable, je ne suis pas individualiste, je ne peux partir en groupe. D'accord? Et puis, sur le plan émotionnel, ça veut dire que j'ai une bonne démarche par rapport à ma personne, par rapport à mon évolution et par rapport à l'échec, par rapport à la responsabilité. C'est-à-dire, j'intègre un certain nombre de cultures et qui vont me permettre de réussir et de faire réussir un ensemble de personnes autour de moi. Parce que quand j'entreprends, je ne suis pas seule, je suis avec généralement des personnes qui vont m'aider, qui vont me soutenir, qui vont m'accompagner, et surtout dans le cadre associatif. Donc, quand nous avons parlé tout à l'heure, il a dit vous parlez de la femme et vous parlez ensuite de l'entrepreneuriat. Je lui ai dit, c'est indissociable, ce sera difficile pour moi. Parce que tous les outils qui sont développés par la femme dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous avons Casa Pionnière, nous avons par exemple le mentoring. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais ça véhicule par exemple un ensemble de valeurs, d'échanges, d'accompagnement, qui, encore une fois, sont au service de l'entrepreneur. Vous allez me dire pourquoi c'est dédié aux femmes, hein, je vous le dis clairement à tous ces jeunes hommes, presque à votre regret. Mais pourquoi c'est dédié aux femmes? Parce que l'idée principale, c'est de donner aussi à la femme les outils nécessaires pour pouvoir progresser, de donner à la femme une plateforme adéquate, etc. N'est-ce pas? Donc c'est dédié à la femme parce que la femme jusque-là a été lésée sur le plan économique, entrepreneurial. Donc c'est le moment de lui dire, voilà, vous êtes un être humain, vous avez la même intelligence, vous avez les mêmes compétences, donc vous pouvez progresser aussi bien que les autres. Donc, premier objectif, c'est l'entrepreneuriat, mais derrière, il y a aussi cette approche genre pour aider les femmes à mieux percer, à être visibles sur le plan aussi bien économique et social. Enfin, je vais parler d'un autre motif pour l'entrepreneuriat, c'est que le social dépend beaucoup d'économique. Si on a des entreprises performantes, si on a des entreprises qui émergent, si on a des entreprises compétitives, elles recrutent, il y a de la richesse qui est créée, il y a on lutte contre le chômage en quelque sorte. D'accord? Donc pour avoir une économie avec un développement durable, il n'y a pas de secret. Il y a l'économique, il y a le social où on intègre
l'approche langue, où on intègre toutes les dimensions où on intègre toutes les dimensions sociales, je veux dire humaines, pardon, je cherchais le mot, humaine. Et là, bien sûr, c'est toute la société qui émerge, c'est toute la société qui apprend avec elle. Donc, je vais parler et attendre bien sûr vos questions. Ce serait, on l'a décidé depuis le départ, plutôt être à votre écoute que de vous donner un ensemble de choses. Alors, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'intrapreneuriat, c'est un entraînement à l'entrepreneuriat, parce que c'est nécessairement de l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que je suis par exemple salarié, j'ai une idée, je vais la concrétiser au sein de l'entreprise. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle gagne? Moi, qu'est-ce que je gagne? Bien sûr, l'entreprise va peut-être gagner en idée innovante à pouvoir progresser avec ses salariés. L'entreprise gagnerait aussi à avoir l'implication de ses salariés, c'est-à-dire que les gens qui travaillent avec l'entreprise se sentiront responsables, se sentiront impliqués et prendront le risque. Et bien sûr, ça ne peut que donner un coup de pouce à l'entreprise. Que gagne le salarié? C'est une question à laquelle je vous laisserai réfléchir un petit peu. Moi, je vais entreprendre au sein de l'entreprise. Ça veut dire, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte que je vais m'entraîner à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je vais prendre le risque avec l'entreprise, je vais concrétiser mes idées, je vais prendre la responsabilité. Ça a été dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat et donc l'intrapreneuriat, c'est une culture. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette culture? Un ensemble de valeurs que sont la responsabilisation, la prise de risque, la valeur de comment on approche, par exemple, le conflit, comment on approche l'échec. Donc tout ça, ça fait que l'entrepreneur, peut-être qu'il va prendre des risques, et quand il fait de l'entrepreneuriat, il les prend au sein de l'entreprise. C'est tout un apprentissage pour tout le monde, et ça s'inscrit dans une culture de performance continue pour tout le monde. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas été trop lente. Et je reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup à Madame Huria. Notez vos questions. Madame Huria aura le plaisir de répondre à toutes vos questions dans un moment. Tout de suite, on passe à Madame Shadia Nja. Madame Shadia Nja, psychologue de travail, formatrice et enseignante en management des ressources humaines, et qui aura aussi le grand plaisir de nous parler d'un autre volet d'entrepreneuriat. Madame Shadia Nja, bienvenue. Merci beaucoup. Alors moi, je vais aborder une autre dimension de l'intrapreneuriat, qui est la dimension purement personnelle, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, ça, vous êtes d'accord. Donc, pour ceux, et je pense que ce sera chacun la majorité d'entre vous, parce qu'on croit en vous, donc pour se développer à l'intérieur d'une entreprise, j'ai entendu ce matin que c'était un don. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors je vous rappelle, vous me connaissez déjà un petit peu, comme l'an dernier. Moi je préfère une interaction entre la salle et le podium, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que pour vous, est-ce que c'est un don d'être entrepreneur? Qui peut répondre? Qui peut répondre? Oui? Pas forcément c'est un don, ça peut être. Franchement, je ne suis pas d'accord à 100%. L'entrepreneuriat, ça s'apprend, ça se forge, mais en quelque sorte, c'est un don. Il y a des gens qui sont charismatiques, il y a des gens qui ont le pouvoir, par exemple, de gérer, il y a des gens qui sont spéciaux. Donc, c'est peut-être un don, mais à un certain pourcentage. Le reste, ça s'apprend et ça se forge, comme je l'ai déjà dit. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec vous et merci pour votre réponse. C'est tout à fait ça. Donc, il faut faire attention quand on parle de don. Est-ce qu'on parle de quelque chose d'inné? Ensuite, est-ce qu'on parle de quelque chose d'acquis, c'est-à-dire qu'on apprend des compétences? Ou bien est-ce qu'on a déjà une aptitude innée à ce genre de management, etc. etc. Donc, l'objet de mon intervention, c'est de faire la différence
Est-ce que ça s'apprend ou pas? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une compétence? Ou bien est-ce que c'est un talent? Qu'est-ce que c'est un talent? Là aussi, on se pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'un talent par rapport à une compétence? Quand on parle de gestion de compétences au sein d'une entreprise, vous avez tous entendu parler de cette dimension, gestion de compétences. Qui connaît la gestion ou a déjà entendu parler de gestion de compétences? Personne? Oui? J'ai entendu, je me soucie dans les réseaux sociaux. Réussi sur la gestion des compétences. La gestion des compétences, c'est la gestion des savoir-faire et savoir-être aussi. Même si l'entreprise fait des efforts sur la gestion des compétences de la personne, mais en contrepartie, la personne doit faire ses efforts. Donc, développer ses compétences managérielles, des compétences techniques, et ainsi compétences personnelles. C'est développer sa personnalité pour continuer. D'accord, alors je corrige juste un tout petit point qui est très important. Quand on parle de qualité, c'est personnel, et quand on parle de compétences, c'est professionnel. Comme ça, là, c'est clair, et on utilise le bon mot à la bonne place. Donc, tout ce qui est compétences, évidemment, c'est le savoir-être, le savoir-faire et le savoir tout court. Donc, ces trois dimensions rentrent dans la compétence. Mais par contre, quand on parle de talent, on se dit, mais vraiment, il a le talent de captiver l'attention des gens, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Il a ce don? Qu'est-ce que c'est le don? Il a ce petit plus. Il n'a pas que le savoir-être, le savoir-faire, mais il a cette compétence en plus qui le différencie des autres. Et c'est ça qu'on recherche quand on fait des entretiens de recrutement. À diplôme égal, à expérience égale, j'avoue, et tout le monde le sait, on cherche ce qui va le différencier et donner cette valeur ajoutée à l'entreprise. C'est ça qu'on recherche. Mais lire un CV, etc. Bon, le CV, pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. C'est surtout la recherche de la personnalité, la recherche du profil qui correspond exactement à ce poste. Est-ce qu'il a des aptitudes managériales? Est-ce qu'il a le charisme pour être un leader? Est-ce qu'il a du leadership? Est-ce qu'il peut gérer une équipe? Est-ce qu'il peut faire de l'intrapreneuriat? Et c'est là notre question. Donc ça s'apprend. Il y a les compétences de base, oui, mais on peut apprendre toujours s'améliorer en continu. Toujours. On n'en a jamais appris. Moi je le dis, la journée où je n'ai rien appris est une journée perdue pour moi, ça c'est clair. Je pense que c'est la même chose pour tout chercheur ou pour tout étudiant. Il faut toujours apprendre dans la vie et on n'arrête jamais d'apprendre. Voilà. Donc, en résumé, ok, il y a un minimum basique, mais il faut toujours chercher à se dépasser. J'avais noté quelques points qui ont été dits ce matin. Donc, comme les obstacles, oui, ah oui, j'ai pas de chance, ah oui, je peux pas, j'ai pas les moyens. D'abord, très souvent, il s'agit de désinformation ou de malinformation. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas assez informés parce qu'ils attendent toujours qu'on leur donne l'information. Il faut aller vers l'information. Il y a des tas de produits qui vous aident et qui vous financent. Vous n'avez juste à donner la bonne idée et le bon concept. Mais après, tout, on vous aide pour tout. Là, je me trompe. On vous donne tout. Même le financement. Donc, c'est surtout de la mauvaise ou de la mal ou de la désinformation. Autre point, un obstacle, c'est une opportunité. Il ne faut pas voir ça comme un échec. Mais c'est plutôt une opportunité de mieux rebondir. On apprend en trébuchant. C'est la même chose pour nous. Dans notre carrière, on a eu des hauts, des bas, mais c'est comme ça la vie. Mais il ne faut pas savoir. Qui va finir le thème d'aujourd'hui et qui va encore nous éclaircir le thème d'entrepreneuriat. Monsieur Abdaoui. Très bien, merci. Vous savez,
c'est très difficile je dirais, encore développer un thème déjà, si vous voulez, expliqué par d'éminentes personnalités. Permettez-moi d'abord, si vous voulez, de remercier M. le directeur ainsi que l'honorable présence, et ainsi que le Sylvian, qui m'ont sollicité d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, je suis très content. Et aussi, je suis quand même, je sens que aussi, je suis très tranquille. Notre pays, puisque nous avons des jeunes qui représentent plus que 10 millions. Et aujourd'hui, il faut faire confiance aux jeunes. Je pense qu'ils ont tout le talent, tout le challenge pour réussir leur avenir et leur carrière. Donc, si vous voulez, d'abord, excusez-moi par rapport au sujet. Donc, il s'agit bien sûr de l'entrepreneuriat. Le sujet qui m'a été, comme vous l'avez développé, donc c'était sur l'émancipation, moteur de la valeur ajoutée. Donc, si vous permettez, donc peut-être il a été déjà expliqué le concept de l'entrepreneuriat, mais peut-être il y a un petit piège par rapport au mot utilisé, l'émancipation. J'aimerais bien m'arrêter sur ce point, excusez-moi. Donc, c'est beaucoup plus, il a un sens de liberté, c'est-à-dire il faut tout simplement sur le plan juridique, c'est tout simplement affranchir une autorité de tutelle. Et aussi sur le plan sociétal, beaucoup plus se libérer et devenir indépendant. Donc déjà sur le choix du sujet, est-ce que vraiment, c'est la question principale, est-ce que vraiment à partir de l'entrepreneuriat, on peut devenir libre et indépendant? Vous avez peut-être aller plus loin, c'est ce qui est espéré. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes devant une discipline qui est très jeune, qui n'a pas plus d'un siècle. Nous sommes devant un sujet qui est aussi très jeune. L'objet d'étude, c'est l'entreprise. L'entreprise date d'il y a seulement un siècle. Ce n'est pas comme les autres sciences. C'est une théorie qui se développe dans le temps et qui se pratique par rapport à des contextes qui changent avec le temps. Donc, si on se focalise sur le terme d'abord entreprise, excusez-moi, comme vous savez, l'entreprise est née à partir de 1913, à partir des écrits, si vous voulez, de premier courant de pensée. Il s'agit de l'école classique, de l'économie classique, avec Max Weber, Taylor et Fayol. Pourquoi je vous fais cette référence? Pour vous dire tout simplement qu'au départ, l'homme est considéré comme une machine. C'est la métaphore machinique. C'est-à-dire, l'homme, c'est l'homme paresseux. L'homme qui est là seulement pour rechercher la rémunération économique. Mais avec le temps, on commence à voir que la place de l'homme a changé, a pu quand même prendre place dans l'entreprise. C'est à partir de là qu'on a commencé à voir qu'il y a des relations sociales qui se fixent dans l'entreprise. Que l'homme n'est pas seulement paresseux, mais l'homme, il peut vivre, si vous voulez, de façon collective et créer un plus pour l'entreprise. Créer un plus, l'homme n'est pas là seulement pour chercher un salaire. L'homme, il exprime des besoins. C'est-à-dire, si je dis l'homme, c'est excusez-moi, c'est les hommes et femmes, bien sûr. Donc, c'est les personnels de l'entreprise, c'est les cadres. Ils sont là pour tout simplement remplir, satisfaire des besoins. Le besoin économique, c'est toucher un salaire, vrai. Mais ce n'est pas la seule raison, ce n'est pas le seul besoin. Ils ont d'autres besoins, c'est le besoin de sécurité, le besoin d'épanouissement. Mais aussi, ce qui est excellent, ce qui est aussi très